Alors, comme je vous l'avais annoncé, normalement, dans le modus operandi de Trump, c'est le lundi qu'il vient annoncer que les États-Unis sont l'hyperpuissance la plus forte, la meilleure armée, la meilleure soldat. Ils ont fait une opération, zéro perte, zéro machin, zéro nini. Toujours. Et on a vu que l'accumulation de force, l'accumulation de la présence américaine autour du Golfe se concentrait pendant ce week-end. Moi, je vous ai dit que c'est compliqué pour eux ce tour-ci d'avancer parce qu'il y a plusieurs enjeux qui s'alignent. Ils n'attaqueront que s'ils sont ou si Trump a la garantie qu'ils ne risquent pas grand-chose. Moi, je vous ai dit que ça va se jouer sur ça. Comme il ne sait pas ce que les amis de l'Iran lui ont donné ou qu'est-ce que les Iraniens ont, on dit que les Iraniens se sont bien préparés ce tour-ci, il ne prendra pas le risque. Et donc, on commence à voir les Occidentaux qui commencent un peu à désespérer parce qu'ils étaient tous persuadés que ça allait avoir lieu. Alors, on a encore une semaine. Je pense que nous n'aurons de certitude que sur, nous n'aurons de certitude sur l'effectivité de l'opération que si les troupes américaines partent de là, ou s'il y a attaque. S'ils partent, c'est que probablement il n'y aura plus attaque. S'ils restent, c'est que probablement ils essayent toujours de convaincre au sein des autorités iraniennes que l'on renverse le Shah et qu'on permette aux États-Unis de faire leur démonstration de force. Moi, je pense que l'incertitude n'est pas tellement sur la capacité des Américains à agir, c'est surtout sur la capacité des Américains à corrompre à l'intérieur des autorités iraniennes pour empêcher qu'il n'ait des répercussions. Tant qu'ils n'auront pas convaincu au sein des autorités iraniennes de trahir leurs dirigeants, eh ben, je ne pense pas que Trump prendra le risque de faire quoi que ce soit, contrairement à ce que la plupart des analystes racontent sur les plateaux télé. Mais le média mensonge a déjà commencé, comme on peut le voir ici. On peut voir ici, dans ce tweet, où on voit le guide iranien. Dans ce premier tweet où on voit le guide iranien, on peut lire le New York Times. Le New York Times rapporte que le guide suprême iranien Ali Khamenei a ordonné aux forces de sécurité de réprimer violemment les manifestations nationales du 9 janvier, leur enjoignant de tirer pour tuer et de ne faire preuve d'aucune pitié. Alors, il rapporte ça, on ne sait pas d'où. Ce rapport cite 2 responsables iraniens et intervient alors que des nouvelles estimations font état de 36 000 décès lors de la répression sanglante du 8 et du 9 janvier. Franchement, moi, ça me fait rire parce que on a vu le pays du loser du Moyen-Orient utiliser des bombes sur des populations, des bombes, on dit des méga bombes. Il leur a fallu plusieurs semaines pour arriver à peine 40 000. Et là, dans des manifestations qu'il y avait dans la rue, on nous raconte qu'on a déjà atteint presque ce que le pays du loser du Moyen-Orient avait mis 1 an à faire avec des avions et des bombes qu'on laissait tomber sur des gens pendant qu'ils dormaient. Mais eux, ils l'ont fait en quelques jours. Donc, les chiffres sont passés de quelques milliers à bientôt la moitié de 100 000. Franchement, on n'a pas déjà vu ces scénarios quelque part. C'est pas le genre de mensonge qui a été inventé pour Saddam Hussein, pour Kadhafi. Franchement, c'est pas trop gros pour être vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de répression, mais on a vu ici la vérité aussi.
La vérité, c'est que dans tous ces gens-là qui sont décédés, il y a probablement des victimes collatérales, des perturbateurs qui étaient venus en Iran pour en découdre avec les autorités et donc forcer les autorités à riposter sur eux. Et parmi les gens qui sont décédés, il y a des gens de force de l'ordre aussi qui sont décédés. Et normalement, ce bilan-là, c'est le bilan que tu atteins dans la guerre russo-ukrainienne en 1 semaine ou 2 semaines de combat. Et là, on nous dit en 5 jours. Donc, ça veut dire que dans les rues de Téhéran, c'était la guerre civile. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que dans les rues de l'Iran, c'était la guerre civile. Donc, qui va croire ça? Donc, en 5 jours, on a eu la guerre civile en Téhéran. Genre, ils ont sorti les armes, ils ont sorti des bazookas, ils ont tout détruit. Or, quand tu vois les dernières manifestations, et surtout quand tu vois les manifestations pro-régime, c'est quasiment, on ne voit presque pas d'impact de balles dans la rue. On ne voit quasiment pas d'impact de balles dans la rue. Donc moi, j'aimerais bien voir ce scénario où on atteint presque 40 000 morts. C'est arrivé comment? De l'autre côté, les gens là, ils bombardaient les gens pendant qu'ils dormaient. Même eux, ils ont mis plusieurs semaines à atteindre les 40 000. Et là, en 5 jours. Et personne ne trouve que c'est pas normal que de tels chiffres soient avancés. Même eux-mêmes, quand ils ont montré des images de soi-disant la répression, vous avez eu l'impression d'avoir des gens alignés pour tirer sur la foule et genre faire tomber la foule sur des centaines de mètres. Vous avez eu cette impression? Et maintenant, regardez comment ils essayent de construire leur récit. Déjà, premièrement, j'ai capté cette vidéo que la télévision américaine est en train de montrer. Ils sont en train de montrer comment ils ont commencé la guerre d'Irak. Pour rappeler que les États-Unis sont forts et qu'il ne faut pas les sous-estimer. Parce que, clairement, il faut le dire, pour faire venir tout cette armada au Moyen-Orient, ça coûte énormément d'argent. Trump, il a le cul entre 2 chaises. Maintenant, là, s'il se retire, tout le monde va dire, ah mon gars, tu parlais trop. L'Iran vous a tapé 2 fois. L'Iran a tapé le pays du loser du Moyen-Orient dans la guerre de 12 jours. Tu as été obligé de faire du cinéma, là, genre tu viens bombarder pour sauver le pays du loser du Moyen-Orient. Là, tu as voulu repartir, ils t'ont dit que voilà, ils t'attendent. Et tu t'es chié dessus. Et donc maintenant, c'est eux-mêmes qui commencent à essayer de convaincre les gens qui ils sont pas des poules mouillées. Regarde. Ça, c'est quand ils ont commencé la guerre contre Saddam Hussein. Moi, je me souviens de ces images. Moi, je me souviens de ça. J'étais à l'internat quand ce truc a commencé. On voyait ça, c'était comme dans un film. Les États-Unis, c'était la publicité de la force américaine. Ils étaient là, ils faisaient des séquences spéciales où ils montraient le Tomahawk en détail et tout ça, comment ça décolle, comment ça part, comment ça vient, comment ça explose et tout ça. Du n'importe quoi. Ils nous ont fait du Delta Force en réel à cette époque-là. Et surtout maintenant, regardez ici. Ici, les gens, ils viennent nous dire que voilà, l'Iran a même de la chance. Le 14, on a failli lui défoncer la gueule. Écoutez ce qu'il va dire ici. Si c'est ce qu'on n'avait pas déjà compris de nous-mêmes. Écoutez. Ont quand même percé le dôme de fer. Elle n'aurait pas on pourrait dire Israël a tout intérêt à ce que le régime des Mollahs tombe. Mais à quel point on a intérêt à déstabiliser la zone jusqu'au bout? Alors, effectivement, le ciel iranien était une autoroute en juin dernier pour Israël, pour l'aviation israélienne, qui avait neutralisé la totalité des défenses antiaériennes iraniennes, ce qui lui a permis justement de frapper le programme nucléaire, puis ensuite les États-Unis, mais également amoindrir son programme balistique. Maintenant, il faut... Voilà. C'est ça que j'ai dit que les gens ne vont plus accepter.
Ils ont compris le modus operandi que l'Occident a opéré au Moyen-Orient pendant toute la période là, depuis l'après 7 octobre, quand le pays du loser du Moyen-Orient a commencé sa riposte. À chaque fois, ils attaquent vos défenses. Après, eux, ils viennent, ils vous disent oui, mais il ne faut pas rentrer dans l'escalade et tout ça. Or, le temps que toi, tu répares tes défenses, ils attaquent une deuxième fois, ils pénètrent et là, tu ne peux plus rien faire. C'est exactement ce qu'ils avaient fait à l'Iran. Ils ont attaqué le système anti-aérien. L'Iran n'a presque pas riposté. Et le temps que l'Iran s'en remette, et la brèche était déjà là. Et en plus de ça, ils ont corrompu les gens. On désactive certaines défenses. Ça leur a permis d'avoir le couloir. Et en plus, ce couloir-là, il est tombé comment? Dès qu'ils ont défoncé Nasrallah, le lendemain, ils sont partis en Syrie. Ils ont renversé le régime syrien. Le régime syrien nouveau, comme il est aux ordres, et qu'on lui a dit « Ah, mais tu peux venir en Europe, on va te donner les subventions, quoi que ce soit », comme par hasard, la Syrie a permis d'avoir le couloir qui leur a permis d'aller attaquer en Iran. Et ça, c'est des choses qui n'arriveront plus. Parce que vous avez vu la séquence du loser du Moyen-Orient, ça avait nécessité 2 attaques. Une première pour tester les défenses anti-aériennes, et quand on a su comment ils étaient, et surtout on les a affaiblis, la deuxième fois, on a fait une première vague pour rentrer en profondeur, et puis la troisième vague pour attaquer. Chose que les Iraniens, ils ont appris. Et donc là, maintenant, ils ont positionné leur défense, d'après ce que j'ai suivi, différemment, et en plus en hauteur, pour les voir venir de loin. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas venir comme ça. Surtout s'ils ferment l'espace anti-aérien, on les voit venir bien comme il faut. Ils ne peuvent pas venir. Et écoutez ce qu'elle lui dit ici. Ce qui veut nous faire croire que c'est le pays du loser du Moyen-Orient même qui a sauvé l'Iran d'une possible attaque des États-Unis le 14 ou le 15. Or, le 14 ou le 15, les États-Unis ne disposaient d'aucun porte-avions sur cette zone. Donc, il y aurait eu attaque. Ça aurait été une attaque qui n'aurait pas pu être d'une grande ampleur. Et en plus de ça, qui n'aurait pas pu résister à une riposte. Mais écoutez, c'est quasiment, on doit remercier le pays du loser du Moyen-Orient. On ne doit pas remercier les autres pays du Golfe. Hein. Non, on doit remercier le pays du loser du Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que environ 15% des missiles balistiques iraniens, la principale arme de l'Iran, ont quand même percé le dôme de fer israélien, notamment à la fin du conflit, et que ont infligé des dégâts dans des villes israéliennes, ce qui est sans précédent, et que de fait, aujourd'hui, Israël n'a pas totalement rétabli son stock de missiles antiaériens pour justement alimenter son dôme de fer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, d'après les indications de la presse américaine, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, pourtant farouchement opposé à la République islamique, qui est son grand ennemi, qui a juré sa destruction, a demandé à Donald Trump de ne pas frapper mercredi, il y a une semaine. Ça c'est des informations, évidemment. Il n'y a pas de confirmation, oui, mais en tout cas, ça fait sens. Il y aura une cohérence qui sont confirmées, en tout cas, pour le moment. Et on a... Eux, la seule cohérence qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent attaquer l'Iran à n'importe quel moment. La seule cohérence qu'ils ont, c'est que les États-Unis peuvent attaquer l'Iran à n'importe quel moment. La peur que les États-Unis se voient couler au large de l'Iran et voient des avions américains tomber, ça, c'est pas une peur. Ça, c'est pas une peur. La seule peur qu'ils ont, non, mais si on défonce les États, si on défonce l'Iran, Israël peut être touché. Non, le pays du loser du Moyen-Orient peut être touché. Également des confirmations sur le fait que, en réalité, la totalité des pays du Moyen-Orient, l'ensemble des monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, mais aussi la Turquie, se sont prononcés contre des bombardements américains pour la simple et unique raison que, en fait, comme l'a menacé le porte-parole des forces armées iraniennes, si les Américains frappent la République islamique, l'Iran se venge, non pas sur les États-Unis qui sont bien trop loin, mais sur les bases américaines dans tous ces pays-là et sur Israël. Et c'est un scénario auquel, pour l'instant, dans la situation actuelle, alors qu'on sort à peine de la crise gazaoui, qui, même si elle n'est pas totalement réglée, veulent à tout prix éviter tous ces pays, notamment l'Arabie Saoudite, qui a fait de la stabilité régionale le maître mot de sa politique pour ensuite développer leurs projets économiques. Ouais, t'as raison. Elle n'aurait pas... Donc, si le pays du loser de Moyen-Orient
n'a pas pu reconstituer ses stocks. Et en plus de ça, ils font dire, ouais, que 15%. Non, 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 c'est pas 15%, mais bon, que 15%, c'est pas la raison pour laquelle ils ont peur. Non, c'est que les autres, d'abord, il faut remercier Netanyahou, et en plus, après, il faut comprendre que les autres, ils veulent que ça se passe pas comme ça. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que regardez, pour faire adhérer les gens à l'idée que ce qu'ils disent sur l'Iran, c'est vrai, soudainement, ils ont compris qu'à force de mettre le Shah d'Iran, il n'a aucune légitimité et que la plupart des gens ont démonté, surtout l'autre homme, l'autre, comment il s'appelle, euh, l'autre l'autre avocat iranien, la dernière fois qu'il a pris la parole, il a démonté la légitimité du fils du Shah d'Iran. Maintenant, il n'utilise plus. Et en plus, je vais vous mettre la séquence. Alors, peut-être juste, puisqu'on parlait du fils du Shah, Reza Pahlavi, est-ce que vous pouvez nous expliquer, aujourd'hui, vous pensez qu'il est récupéré par qui, lui ? Par Israël et certains éléments de la diaspora iranienne. Il s'est rendu sur place en Israël. Il s'est rendu, si vous voulez, à des rendez-vous avec Netanyahou. C'est l'homme de Netanyahou. Et en fait, il est un peu il se positionne comme le chef de l'opposition par défaut. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Parce que la chape de plomb que l'État iranien a imposée, si vous voulez, à la société iranienne, fait que des éléments crédibles, respectés de la société iranienne en Iran n'arrivent pas à avoir un écho dans les médias. Donc, comme ils ne peuvent s'exprimer, tout le monde s'est rabattu à l'étranger sur ce candidat par défaut. Mais quelle est sa crédibilité ? Ceux qui manifestent, que ce soit les jeunes et les autres, c'était un régime d'il y a 50 ans. Le régime qui lui-même a été renversé par le peuple iranien dans le cadre d'une révolution que l'on connaît. Et puis, si vous voulez, on est en train de changer, si vous voulez, l'image du passé. On n'était pas dans un schéma non plus démocratique, ouvert sur le monde, etc. Puisque le régime du Shah était maintenu au pouvoir à travers une intervention américaine déjà, oui, qui a renversé le seul gouvernement démocratique laïque élu au Moyen-Orient, le 20 octobre, Mossadegh, en 1953, pour ramener le père du prétendant aujourd'hui au pouvoir. Donc on ne peut pas dire non plus qu'on était en Finlande en termes démocratiques à l'époque. C'est vrai, vous faites bien le rappeler. Le fils de l'ancien dictateur pour le présenter comme étant une alternative de changement. Voilà. Donc il avait démonté la légitimité du fils du dictateur. Donc eux-mêmes, ils ont compris que voilà, ça va être compliqué de vendre maintenant aux gens, puisque à la télé, c'est toujours comme ça au début. Ils sortent une information, ils espèrent qu'il n'y aura pas de contre-information. Heureusement que les réseaux sociaux existent et on a démonté la légitimité de ce soi-disant sauveur ou espoir de la démocratie. Et donc maintenant, leur technique a changé. Ils font appel à des jolies femmes, à des journalistes iraniennes très jolies et à des... Ils donnent la parole à un mannequin. Regardez ce qu'ils font BFM TV. Ils donnent la parole à un mannequin. C'est pas du sérieux, la télé française. On a beaucoup entendu ces je voudrais simplement qu'on entende une voix iranienne. On les a beaucoup entendus ces dernières semaines depuis le début des manifestations et de la répression. C'est Nexia qui est avec nous et je la remercie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes mannequin iranienne, réfugiée en France depuis 2017. Vous étiez menacée de coups de fouet dans votre pays pour des photos jugées immorales par la justice iranienne. Cette intervention militaire en Iran, est-ce que vous la souhaitez aujourd'hui? Est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Bonsoir. Évidemment qu'on les souhaite, pas seulement moi, tous les Iraniens. On a un espoir avec les promesses de M. Trump. Parce que toute seule, on ne peut pas changer ce gouvernement. Ils ont commencé à massacrer tout le monde. Dans la télé, avant-hier, ils ont annoncé OK, on a tué 30 000 personnes, c'est pas grave, s'il faut, on va tuer des milliers de monde entier, parce que si vous êtes contre nous, vous êtes contre Dieu. Donc évidemment qu'on a besoin d'une aide de Dieu d'Iran, mais on a tous l'espoir. Franchement, avec les pays du loser du Moyen-Orient, qui espionnent là-bas, vous pensez que si on diffuse ça à la télé iranienne, le pays du loser du Moyen-Orient ne l'aurait pas repris pour le diffuser? Regardez, tiens, ils disent qu'ils vont tuer les gens. Comme ils avaient fait pour Kadhafi, quand Kadhafi il avait dit qu'il allait réprimer les manifestations à Benghazi,
ils avaient pris cette séquence-là pour dire que voilà, il leur promet un massacre. Non, mais franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et voilà maintenant leur nouvelle méthode. Leur nouvelle méthode, c'est de ramener des belles Iraniennes qui viennent faire les victimes. Ah, Seigneur, et ces gens sont diaboliques. Ils ramènent des belles Iraniennes pour venir faire les victimes, pour essayer de légitimer le fait que eux veulent aller remettre en place le fils d'un ex-dictateur. N'importe quoi. Mais surtout, ce qui me fait rire, c'est que là, on comprend que les États-Unis, hein, ils sont quand même pas prêts à aller. Écoutez ici. Malgré le fait que lui, là, il a annoncé que l'intervention allait arriver. Là, ça fait déjà 2 semaines que Trump n'arrive toujours pas à prendre la décision. Vous pensez que Trump n'arrive pas à prendre la décision? Pourquoi? Écoutez-le. L'idée, une option de ce qu'on pourrait appeler... Quels sont les scénarios possibles du point de vue américain? Quelle cible? Ça va de renverser un régime? Est-ce que c'est possible, comme le demandait Laurent Geoffrin, avec une intervention militaire, principalement aérienne, décapiter un homme, Ali Khamenei, frapper des infrastructures énergétiques? Quelles sont les cibles potentielles? De toute façon, pour Trump, il y a une ligne rouge. C'est no boots on the ground. Il n'est pas question... Pas de soldats au sol. Non. Il ne veut pas refaire l'erreur de l'Afghanistan, etc. Et il est pas à la base, il n'est pas dans la logique du régime change. Il avait dit à l'été dernier, mais la situation a évolué et il semble finalement valider une option de ce qu'on pourrait appeler régime collapse. C'est-à-dire faire que, comme il y a une crise systémique pour l'Iran, précipiter la crise systémique. Comment ? En mettant un coup de pouce éventuellement militaire, en sachant... Ce que je déteste dans les commentaires des Occidentaux, c'est comment ils parlent. Il y a une crise systémique en Iran. Pourquoi il y a une crise systémique en Iran? Les gens là, ils oublient, c'est que depuis que le Shah là a été renversé, l'Iran est sous sanction jusqu'à aujourd'hui. Tous ces fameux pays là où on diabolise les gens, si tu vas voir en arrière-plan, c'est eux qui sont derrière, qui font que ces pays-là ne prospèrent pas, et que ces populations-là crèvent. Le Congo, là, qui a été incapable de fonder une armée, vous croyez que le Rwanda, là, a prospéré avec son armée dans l'Est à cause de qui? C'est pas à cause de eux, là, les mêmes, là, qui disaient que, soi-disant, le Rwanda commet un génocide. Ce sont les mêmes qui, au Conseil de sécurité de l'ONU, ont pris des résolutions pour empêcher le Congo d'acheter des armes et d'avoir une armée. C'est toujours eux qui sont cachés derrière. Et regardez-le comment ils parlent ça avec des involtures. Comme si même eux-mêmes, les dirigeants iraniens, ne voudraient pas voir leur pays un tout petit peu prospérer. Que de toute façon, ça doit venir de l'intérieur. Ça ne peut venir que de l'intérieur. Et mais alors justement, je mettrai un bémol par rapport à ce que vous dites, quand vous dites, c'est ce qui est pris en compte par les experts du Pentagone sur la question de l'attente d'une intervention, d'une ingérence extérieure. Ils sont désespérés. Oui, non mais ça c'est une évidence. Mais il y a aussi le risque de l'effet drapeau. Et il y a un nationalisme iranien très fort, y compris de ceux qui détestent le régime. Et on n'est jamais... la pièce peut tomber des deux côtés. Vous dites que les Iraniens ne veulent... Voilà. Le problème, c'est ça. C'est que comme ils ne peuvent pas mettre de pied sur le terrain, et que pour ça, il faudrait quelque chose de ciblé, mais si tu attaques, étant donné que les Iraniens, ce n'est pas les Américains, ni la Nouvelle-Occident où on défabrique les cerveaux, et où le cerveau moyen ou le QI moyen, il est en train de baisser. Chez les Iraniens, à cause de la difficulté ou quoi que ce soit, leur acuité ne fait qu'augmenter. Ça ne baisse pas. Je vous rappelle qu'eux, ils ne vivent pas dans la profusion et dans la bêtise de l'Occident. Donc, ils ne voient en rien, à part les idiots qui sont là de la diaspora, qui sont pour qu'on aille bombarder leur pays, ils ne voient rien de positif à ce que les États-Unis viennent les bombarder et après de se retrouver comme les autres pays où on vous devait ramener la démocratie. L'Irak, la Libye, la Yougoslavie, tous ces pays-là. Et eux, ils ne sont pas cons puisqu'ils étaient là bien avant que tous ces bêtises-là de l'ONU, de Conseil de sécurité, tout ça commence. Ils étaient déjà là. Et donc oui, tu peux faire le malin,
Mais ça peut se retourner contre toi et devenir encore plus dur. Donc Trump, je ne sais pas pourquoi il s'est laissé embarquer dans cette bêtise de Netanyahou ou de Lindsey Graham. Et j'espère que c'est lui-même qui a tenu à ce qu'il en arrive là. Mais il s'est mis dans un truc impossible. Ce n'est pas le Venezuela ici. Et encore, même au Venezuela, on voit bien que bon, ça va être compliqué. Il peut faire son blocus pour empêcher que le Venezuela vende le pétrole à qui que ce soit. Mais le gouvernement du Venezuela aura du mal à justifier qu'ils deviennent des pantins du gouvernement américain quand vous voyez toutes les manifestations qui sont faites pour Maduro, malgré le fait que Maduro ne soit pas un dirigeant exceptionnel. Et en plus de ça, maintenant, vous avez les militaires qui sentent qu'on les a à l'œil, qui commencent à dire qu'ils nous ont attaqués avec des armes qu'on n'avait jamais vues, n'importe quoi. Sans compter les dirigeants maintenant qui disent que voilà, on n'a pas eu le choix, ils nous ont dit, soit on acceptait, soit ils nous tuaient. Ils sont en train de se victimiser. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que le plan de Trump, sur le plan populaire, a totalement échoué. Au contraire, ça a réveillé la population pour être encore plus pour la doctrine du chavisme. Donc les dirigeants qui vont s'appuyer sur la population devront forcément s'opposer aux États-Unis à un moment ou à un autre si ils veulent garder le pouvoir. Et c'est exactement ce qui risque de se passer en Iran. Et en Iran, ça sera encore pire. C'est pas parce que vous allez faire tomber Khamenei que vous allez voir demain, ils vont devenir des potes des Occidentaux. Non, ils savent que les Occidentaux, ils n'en ont rien à faire de vous. Une fois que vous allez leur ouvrir la porte, ils vont venir, ils vont vous piller. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait partout où ils ont été. Ce n'est pas des gens qui viennent pour faire 50-50. Ils vont prendre 90-10. Pas au fond Non, que leur révolution leur soit confisquée. Ils sont désespérés. Ils sont En dans revanche, un état de intervention la désespoir. diaspora est très favorable, c'est vrai. Mais Les diasporas des Occidentaux qui sont en Occident sont toujours favorables. À la fin, ce n'est pas eux qu'on voit aller souffrir au pays là-bas. Souvenez-vous comment on avait fait défiler ici là, les Libyens qui sont en France avant l'intervention de Sarkozy. On en a vu un seul aller dire que j'habite maintenant en Libye. On en a vu un seul. La mannequin là qui raconte sa vie là. Et tous les autres là qui font défiler. Vous croyez que c'est eux qui vont aller vivre vers leur vie là-bas? C'est beaucoup plus complexe. Pas que, ils sont quand même dans une situation de quasi-guerre avec aucune arme. C'est ça, quand je dis ils sont désespérés. Franchement, ces Occidentaux, c'est des dingues. De quasi-guerre. Il ne peut y avoir de guerre qu'entre deux factions armées. À force d'utiliser des guerres n'importe quoi, à force de le nier là où il y a des vraies guerres, par exemple, quand l'État du loser du Moyen-Orient est en train de taper Gaza qui sont armés de cailloux, ils appellent ça guerre. Les autres, ils sont armés de cailloux, ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de canon, ils n'ont pas d'infanterie, ils n'ont rien, ils appellent ça guerre. Là, maintenant, on vous parle des manifestants contre le régime, ils appellent ça guerre. Eux, ils sont en guerre tous les jours. Sauf le jour où on va leur dire, bon, ça va commencer avec Poutine, c'est là ils vont dire non. Là, dites-vous s'ils sont en guerre alors qu'il n'y a même pas de combat. À quel moment ils seront capables de se battre contre une vraie guerre? Et toujours, vous avez des gens comme ça, là. Toujours, vous avez des gens comme ça, là. Des gens qui... c'est pour ça que je dis, s'il n'y a pas de coca, ils vont se rebeller. Tu vois la guerre dans des endroits où il n'y a même pas nécessité d'utiliser le mot. Quand les gilets jaunes se faisaient tabasser là en France, est-ce qu'on a appelé ça guerre? Ils n'ont pas nécessairement envie qu'on choisisse d'un régime à leur place ou qu'on le fasse tomber à leur place, mais ils ont besoin d'aide. En tout cas, voilà moi ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer qu'eux, ils étaient désespérés. Et vu comment la situation est en train d'évoluer, bon, on va voir d'ici la fin de la semaine. Moi, je vous ai dit que Trump, pour moi, le modus operandi de Trump, c'est d'opérer à partir de vendredi soir. À partir de vendredi soir, là, vous êtes sûr que les Américains, ils risquent de vous tomber dessus. Parce que Trump, il ne veut pas que ses amis, ses hedge funds, ses placements pour les retraités, tout ça, ne soient secoués par les bêtises qu'il fait au niveau géopolitique. C'est pour cela qu'il préfère faire ces conneries. Le week-end, le marché va ouvrir en gap baissier
Si vous connaissez la bourse, ça veut dire que le marché va ouvrir bas, mais comme c'est lui qui va venir à 9h raconter que voilà, nous avons fait ça, nous les avons tapés, nous avons gagné, nous n'avons pas de perte, nous sommes les plus forts, et grâce à ça, on va gagner encore plus d'argent, les marchés remontent encore plus haut et il est gagnant. Tandis que s'il fait ça en semaine, et surtout s'il se prend une brûlante en semaine, ça va être la catastrophe. Donc, il n'ose pas. Parce qu'il fait ça le week-end, parce que le week-end, ça lui permet de gérer qu'est-ce qu'il va raconter le lundi. S'il fait ça en semaine et que ça tourne en catastrophe, il n'y a pas le moment de faire du damage control. Donc, il ne prendra pas le risque d'attaquer en semaine. Donc là, nous sommes partis pour une observation. Ils vont encore faire défiler encore plus de gens pour venir pleurer que soi-disant c'est catastrophique et tout ça, il faut les aider, il faut les secourir. On a atteint 70 000 morts. Je suis sûr que d'ici la fin de la semaine, ça va passer à 70 000 morts. Mais nous verrons bien. Moi, mon modus operandi, je dis qu'on va voir d'ici la semaine prochaine parce que je ne pense pas que l'armée américaine a les moyens de maintenir toutes les forces qu'ils ont ramenées là parce que ça coûte un argent monstre. Ça coûte un argent monstre. Il faut forcément qu'il se passe quelque chose. Soit des déclarations de paix et les marchés montent, Trump il est content. Soit il négocie avec les Iraniens, ils annoncent quelques concessions verbales, officielles. Comme ça, Trump il peut montrer les muscles et comme ça, il sort gagnant. Mais je suis sûr que le pays du loser du Moyen-Orient, eux, ils doivent être embavés. Ça fait 2 semaines qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose, il ne se passe rien. Et ils doivent être embavés comme ce n'est pas permis. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais voir. C'est ce que je voulais constater parce que je vous ai dit vendredi, s'ils n'attaquent pas là, dans ces 2 nuits-là, il ne pourra pas attaquer en semaine. Donc, on va voir si l'avenir me donnera tort ou pas. Qu'est-ce qui va se passer d'ici vendredi? Mais s'il attaque d'ici vendredi, c'est qu'il a changé de modus operandi et il a pris le risque. Sinon, nous verrons bien. En tout cas, le moment décisif, ça sera soit une déclaration iranienne qui permet à Trump de sauver la face, soit les Américains qui décident d'attaquer ou alors les Américains d'eux-mêmes qui décident de partir de là. Mais moi, le risque, plus ça tarde, plus le risque pour les Américains est grand. Parce que les Iraniens n'ont pas besoin de faire des tas de choses. Les Américains peuvent bombarder l'Iran comme ils veulent. Mais si les Iraniens, à travers ce qu'ils vont tirer, ils font couler ne serait-ce qu'un bateau, ou alors s'ils font couler le porte-avions, ou alors ils font tomber des avions de chasse, c'est victoire. Parce que Trump, il sera dans la mouise et les marchés, ils ne vont pas accueillir ça comme une victoire. Il n'y aura pas de victoire s'il y a du dégât du côté américain. Donc les Américains peuvent tirer tous leurs missiles. S'ils sont touchés, c'est presque une fois. Comme les Français ont été humiliés dans la guerre Inde contre Pakistan, là, quand les mirages sont tombés. Ben, s'il se passe ça pour les États-Unis, c'est fini. Ces images-là feront le tour du monde et Trump ne pourra plus se vanter d'être